Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le On Art, le podcast dijonnais qui te fait découvrir tout ce que tu dois savoir sur l'art et la culture. Dans l'épisode précédent, nous avons reçu les créateurs de Sully-sur-Motte. On a parlé de leurs jeux vidéo bourguignons, notamment de la société de saucisses. Je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment génial. Si vous avez envie de nous écouter, on est disponible sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. On n'est pas à la Radio Campus, mais directement sur place, au Hall 38. On vous a préparé une rencontre avec Eléa, Marie, Ophélie et Mélissa, artistes résidentes ici. Et on en part tout de suite avec nos invités. Comment allez-vous ? Ça va super. Super. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter, s'il vous plaît ? Moi, je m'appelle Eléa, mon nom d'artiste c'est Jaunis et je suis artiste plasticienne. En fait, je fais du dessin, de l'illustration, de la gravure, de la sculpture, voilà, un peu, et aussi un peu de bande dessinée. Moi, je m'appelle Mélissa Fournier, je suis une artiste pluridisciplinaire et dans mon travail, je me questionne sur l'économie, les classes sociales, les signes d'appartenance, les marques, etc. Et il y a un aspect aussi très sociologique et intime. Moi, c'est Ophélie. Je suis artiste plasticienne et j'ai obtenu mon DNSEP en 2025. Et donc, depuis janvier, j'ai intégré la Halle 38, ce qui m'a permis de poursuivre mon travail. Moi, je m'appelle Marie Quindig, je suis artiste diplômée de l'ENSA en 2025 et actuellement résidente à la Halle 38 dans l'atelier partagé de l'ENSAD. Et vos travail personnel se concentre sur quoi ? Alors, c'est donc plus autour de l'image, de la narration, de l'autobiographie aussi beaucoup. J'aborde des sujets qui de base partent de ma propre condition, mais en fait qui s'étendent un peu de façon universelle. Donc ça peut être autour du féminisme, par exemple, mais aussi je parle de l'enfance, je parle donc des petites filles des années 90 aussi. Je peux parler des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. Je parle des traumas beaucoup, du deuil aussi, notamment du deuil de la mère. Voilà, donc un peu toutes ces choses-là qui sont réinjectées par le dessin ou par la peinture ou par toute forme en fait, d'expression. Ok, moi, mon travail il tourne autour du paysage que j'essaie de représenter un peu comme un espace trouble, qui serait un peu à la fois spectaculaire et fragile. Je convoque des choses qui sont liées au désastre écologique, mais de manière assez diffuse. Je m'intéresse beaucoup au rapport qu'on entretient avec les images et la manière dont ça vient perturber notre rapport au réel. Donc je détourne beaucoup les outils de captation et de diffusion d'aujourd'hui, qui ont tendance à nous perdre justement et à nous éloigner du réel pour essayer de révéler des choses avec ça, des choses qui seraient presque invisibles. Je travaille beaucoup la matière des images, leurs différentes strates, les choses qui peuvent apparaître. Et j'essaie en fait de créer des espaces de projection où le paysage devient une sorte d'expérience sensible. Donc ça prend souvent la forme de photographie. Je fais aussi de la vidéo, de l'installation et j'écris aussi. Moi, mon travail, il se concentre autour du paysage dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi proche d'une usine pétrochimique. C'est un paysage industriel qui a fait partie de mon quotidien. C'est un environnement très imposant avec un grand réseau de tubes et une activité permanente. Je m'intéresse surtout à la cohabitation entre la forme mécanique très stricte qui vient s'opposer à la forme organique. Quand je débute un projet, je pars souvent d'une observation, par exemple d'un détail, d'un fragment. Ça peut être une texture, une forme. Par exemple, la forme, je viens l'isoler comme pour prélever un élément du paysage. Et ensuite, je détourne cet élément en proposant des relectures, une recomposition de la forme déjà existante. Mon travail, il s'organise aussi autour de peinture, installation et gravure. Et il y a régulièrement un va-et-vient entre la fiction et le réel. Alors moi, de base, je viens du nord de la France. À Beauvais, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et après, j'ai intégré la prépa de Belfort. Et après, j'ai intégré l'école nationale de Dijon. Ça m'a permis vraiment de comprendre d'où je venais, de ma classe sociale, qui est très populaire, parce que dans le nord de la France, c'est full populaire.
Et en même temps, ce qui est intéressant, là où j'ai grandi à Beauvais, c'est qu'on a une proximité avec Paris. Et du coup, on comprend pas vraiment... moi, ma classe sociale, je la comprenais pas vraiment parce qu'elle était populaire, mais en même temps, on avait énormément d'influences parisiennes, c'était assez proche. Et en fait, c'est en grandissant que je me suis rendu compte que j'étais vraiment d'issue de cette classe, notamment avec un événement qui s'est déroulé durant mon année de césure entre la 3e et la 4e année. J'ai perdu ma maman. Ça a été vraiment une ouverture justement sur cette classe et sur cette réalité économique. C'est pour ça que je me suis beaucoup interrogée sur la question de l'héritage économique et aussi l'héritage culturel. Aussi, ça m'a interrogée sur mes origines. Ma mère, elle était originaire de Beauvais, mais elle avait des origines algériennes. Donc c'est aussi un peu cette quête identitaire qu'on retrouve dans mon travail. Et je l'aborde pas tout le temps, parce que émotionnellement, c'est très prenant de parler justement de tout le temps de deuil. Mais je vais l'évoquer, par exemple dans mon mémoire, je l'ai évoqué. Côté, je reprends aussi des marques ou des éléments de la culture populaire, des signes visuels que les gens connaissent, pour essayer de traiter des questions sociologiques que les gens comprennent. Mais par exemple, j'ai repris aussi une table Ikea, donc j'aime bien prendre des éléments du quotidien et que les personnes connaissent pour me poser des questions à travers ça. Comment vous arrivez en tant qu'artiste parce qu'en fait, la plupart des artistes parlent de leur trauma dans la vie, dans leur travail. Est-ce que c'est dur ou comment vous arrivez à séparer ça dans votre vie privée? On vit avec ces problèmes qui sont présents dans la société, donc on y est confronté et nous on a choisi de vraiment partir de ça, de prouver une sorte d'engagement dans ce travail-là et puis se poser des questions. Parfois le sujet il s'impose un peu à nous parce que Mélissa par exemple, ton sujet tu l'as pas vraiment directement choisi. C'est un événement qui a fait une révélation sur ma condition sociale. Aussi, pour moi, tout est politique et le fait d'être dans l'école, je l'ai pas conscientisé, mais c'est un milieu privilégié. Donc le fait d'être dans une école d'art, c'est déjà quand même un gros step. Et moi, si je parle pas de ma classe, on va se le réapproprier et ça va devenir de la décoration. Et moi, je me suis dit, non, en fait, je vais en parler, mais réellement. Et comment vous êtes arrivé au Hall 38 et comment on peut devenir résidente ici? Alors les Halles 38, j'y suis arrivée une première fois suite à l'obtention de mon diplôme de mon master aux Beaux-Arts. On a surtout saisi l'opportunité que l'école nous offrait. Donc là, on a intégré la Halle 38 côté ENSAD. Il y a deux façons de rentrer. Soit donc en envoyant une candidature à la mairie, soit quand on est issu de l'ENSAD, il y a un atelier qui est réservé pour les derniers diplômés. Et moi, j'ai repostulé tout de suite en interne pour réintégrer la Halle, mais en tant que résidente permanente. Et c'est là où j'ai été prise, mais ça a pris 1 an. Donc j'ai eu 1 an avec un atelier qui était la table de ma cuisine. Et là, j'ai la chance d'avoir un atelier solo dans la Halle pour 2 à 3 ans. Est-ce que pour tout le monde, ça dure 1 an, liste à temps ou c'était... Non, c'est une sélection. En fait, c'est un jury interne qui est composé de personnes de la culture, de la ville, de la mairie. Et c'est une commission, on n'en a vraiment pas trop connaissance. Je sais qu'il y a un accusé de réception de candidature, mais on ne sait pas quand ça se tient. Des fois, il y a des structures qui peuvent soutenir nos candidatures. Moi, j'étais soutenue par le consortium et par une autre structure dont je ne me souviens plus le nom. Et donc, au sein de cette commission, ils font leur liste de gens, est-ce qu'ils les prennent ou pas. Et après, on est prévenu. Mais en plus, pour ça, il faut que des places se libèrent. Moi, c'est pour ça aussi que je n'ai pas été prise dès que je suis sortie de l'atelier collectif des Halles, c'est parce que c'était une année où les gens avaient encore 1 an. Et pourquoi vous avez choisi cet atelier parmi tout ce qu'il y a à Dijon? Déjà, c'est un peu la suite logique, vu qu'on a cette opportunité d'avoir cet atelier grâce à l'école. En plus, en première année de sortie d'école, c'est c'est précieux comme contexte parce qu'on a quand même un environnement de travail puis une visibilité. C'est les ateliers de la mairie, donc c'est assez cool. Puis on a aussi un réseau, on côtoie d'autres artistes. Donc ça nous permet vraiment de développer notre pratique dans notre première année après études.
C'est vraiment dans mes prix, c'est-à-dire qu'on paye 100 € le semestre, fluide compris, donc c'est vraiment, c'est vraiment incomparable avec ce qu'on peut trouver ailleurs. Et en fait, il y a 2 événements sur l'année, donc ça amène aussi d'autres personnes, ça a une bonne visibilité. Moi, j'aime bien l'emplacement, il est quand même en centre-ville, les locaux sont grands, c'est quali, enfin, je veux dire, la question, elle s'est même pas posée. Vous pouvez rester ici combien de temps au maximum? C'est 3 ans ou 2 ans? Je crois que c'était 3 ans à une période. Là, c'est 2 ans. Ouais, 2 ans et Ceux avec qui ont un possibilité atelier de renouveler. Ce renouvellement, ça marche comment pour la 3e année? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus dur ou tous les C'est ans? toujours sur un dossier candidature avec portfolio et note d'intention. Tu connais un peu les critères qui comptent pour le jury? Je sais que c'est important d'avoir une vie d'artiste implantée dans la région. Il faut être assez actif ou active, ou alors être un ou une jeune artiste qui a besoin de soutien. Il me semblait qu'il fallait avoir le DNSEP, mais cette année, on a Tony qui n'a pas le DNSEP, qui est autodidacte, et il a été sélectionné. Donc finalement, je crois que c'est pas un critère. Il n'y a pas de critère d'âge non plus. Cette année, on a l'artiste Carole Grand-Girard, qui est pas du tout, qui est pas dans les débuts de sa carrière, mais qui a quand même été prise. Donc je pense qu'il n'y a pas, le critère c'est plutôt un portfolio assez solide, une pratique où la personne le plus souvent à l'atelier. Nous, c'est dans les critères, ils nous l'ont expliqué dès le début quand on est venu ici. Ils nous ont dit qu'il faut être présent. Si vous n'êtes pas assez présent ou présente, on n'hésitera pas à vous déloger parce qu'en fait c'est tellement bien comme plan qu'ils veulent pas que ce soit des ateliers vides. Et est-ce que du coup vous avez une liste d'émergement, un truc comme ça On a des badges et ils vérifient parfois le nombre de fois où on badge par semaine ou par mois. Il y a aussi, c'est ce système de badge qui permet de contrôler. Après, si on a une résidence de 3 mois par exemple, on peut les prévenir en amont et c'est ok. Je veux dire, c'est pas non plus hyper rigoureux. Et comment vous gérez cette présence avec votre vie à côté et atelier? Moi, j'ai des petites contraintes parce que je travaille à côté. Mais du coup, c'est un peu plus fragmenté. J'ai la chance d'habiter à 5 minutes. Des fois, je me tape des déterres et j'arrive à 20h. Je me fais une session 20h, 23h. Est-ce que vous avez des horaires à respecter pour venir au Non. A38? Aucune. Après, je crois qu'à partir d'une certaine heure, la halle est censée être verrouillée. Donc, on doit prévenir la sécurité pour étendre la plage horaire. Mais c'est ok de le faire. Par exemple, c'est pas possible de faire un teuf ici. Hein. Non. non, c'est assez contrôlé. Normalement, on n'a pas le droit de consommer de l'alcool au sein de la halle. C'est quand même un bâtiment qui appartient à la mairie. Et donc, ça peut être punk parce nous, c'est notre lieu. Donc, on peut l'investir comme on veut. Mais il y a des règles à respecter de savoir-vivre et vie. Et comment vous gérez la vie collective ici Par exemple, comment vous gérez la PQ? Grande question. Parce que justement, ce matin, il y avait un problème. Il faut tourner, il faut que chacun achète le PQ parce que... C'est un peu comme une grande coloc. Ouais. On essaye... qu'il y ait quand même des initiatives individuelles pour les poubelles, tout ça. Mais j'ai toujours pas acheté le papier toilette. Parce qu'à la base, oui, genre on est que des meufs, on s'entend super bien, et puis on est toutes dans une dynamique où, je sais pas, on met tout en commun, on fait gaffe au lieu, à l'espace. Surtout, à 38, c'est vraiment, ça fait partie des rares ateliers à Dijon où il y a... la plupart, c'est des meufs et c'est super bien. Surtout, Ouais. On est la première promo, on a autant de filles. Oui, il y avait qu'un gars. Et en plus, on est une promo assez déterre, donc on a beaucoup d'envie de format d'événements, on a envie de se fédérer pour faire des choses. Donc ça, c'est vraiment cool et ça emmène un nouveau souffle dans le groupe, dans l'esprit de collectif. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que j'ai une pratique très solitaire, entre guillemets, de l'art. Même si je travaille beaucoup avec des publics, en fait, la plupart du temps, je suis très solo. Donc travailler avec des gens, ça me plaît beaucoup. Et récemment, vous avez organisé une expo qui s'appelait Spectre. Et vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait? Marie et Ophélie, vous étiez commissaires de cette expo. Comment vous avez organisé pour cette expo? Alors déjà, cette exposition, l'idée c'était de présenter les nouveaux artistes résidents de l'année et puis d'ouvrir donc la programmation des expositions de l'année. C'est surtout Ophélie et Laure qui ont participé au commissariat de l'exposition. Et Laure avait proposé l'idée du spectre comme thématique commune pour nous rassembler. Et c'était une notion qui est hyper vaste et qui touche à plein d'enjeux.
Donc il y a genre l'idée du voir, de l'image mentale, de l'apparition, il y a l'idée de la matérialisation de choses invisibles, et puis tout un rapport au spectacle, à quelque chose de tragique. Puis il y a toute une réflexion autour de la photo, des œuvres, des images. Donc c'était une notion qui était intéressante pour regrouper tout le monde, et tout le monde a pu apporter son regard sur le sujet, quoi. Moi j'ai écrit le texte de l'exposition. Je voulais qu'il accompagne justement les 2 parties de l'exposition, parce qu'on a dû faire cette exposition en 2 parties, vu que l'espace est un peu restreint. Justement, j'ai joué avec cette idée de présence et d'absence qui est un peu proche du spectre, quoi. Et dans ce texte, je décris chaque pièce qui est présentée. Et en fait, c'est des fragments qui viennent construire un récit. J'ai pensé un peu comme une expérience mentale, une sorte de dérive où le spectateur est invité à entrer en immersion un peu avec les œuvres. Comme Marie le dit, on a pensé l'exposition en 2 parties. On a réparti les artistes en fonction de leur médium et de la correspondance entre les œuvres pour que chaque œuvre puisse être lue correctement et rentrer en résonance avec les autres. Moi, j'avais proposé une sélection de 3 peintures qui sont issues d'une série de 5 et qui reprennent le motif de la soudure. Un motif que j'avais déjà travaillé avant avec un traitement plus ou moins fidèle aux couleurs, du métal ou de l'irisation. Dans cette série, j'ai décidé de m'éloigner du coup de la référence industrielle en utilisant la couleur verte pour perturber un peu le regard, transformer un peu quelque chose d'inerte vers quelque chose de potentiellement vivant. Et c'est une série donc qui est du plus sombre en passant par le vif. La dernière, c'est un flux lumineux. Moi, j'ai présenté un t-shirt encadré et je l'ai dit, je crois, avant. C'est une sublimation sur t-shirt et c'est les yeux de ma mère. Et je me questionnais beaucoup sur l'idée de parler du deuil. Est-ce que ça ne deviendrait pas aussi un moyen économique ? En fait, on voit beaucoup d'artistes parler des proches décédés, comme Sophie Calle. Et je me demandais si, indirectement, je me faisais pas de l'argent sur ça. J'imagine que plus tard, je vais vendre, quoi. Et du coup, ce t-shirt, je l'ai appelé merchandising de la douleur, en me questionnant justement sur ça et en reprenant l'esthétique du merch et des t-shirts qu'on peut voir des groupes. Moi, j'avais un peu ces références de Tupac, de Bob Marley, et qui deviennent politiques, mais en même temps, ça devient mainstream. Et Mélissa, pour Bicre, tu as présenté un projet qui s'appelait le coup de marteau. Tu peux nous expliquer ce projet ? Ce projet, c'est des tickets à gratter. Comme dit précédemment, je me questionnais beaucoup sur l'économie en tant qu'artiste. Et aussi, si je vends, il y a forcément des acheteurs et je voulais pas répéter le même schéma de l'acquisition d'une œuvre. Donc là, j'ai créé 500 tickets à gratter. Et dans ces tickets à gratter, il y en a un 250 ou 500 250. Ah oui, c'est bon. Parce que je crois que j'aimais bien ce chiffre 500. Mais non, c'est 250. 250 tickets à gratter. Et il y en a un qui est gagnant. Et la personne qui gagne une reproduction en céramique. C'est une céramique émaillée et dorée à la feuille d'or. Forcément, dans le milieu où j'ai vécu, je voyais mon père jouer au loto, acheter des tickets à gratter dans l'espérance de gagner le million. Et là, j'aimais bien reproduire cette idée, même aussi un peu comme le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie, parce que là, en fait, tout le monde est gagnant. Le ticket à gratter, c'est un fragment de l'œuvre, et du coup, même si on perd, on gagne quand même un fragment parce qu'ils sont numérotés. Est-ce que quelqu'un a gagné ? Pas encore. Non, pas encore. Le projet, j'ai commencé à vendre les tickets pendant mon oral de DNSEP. Ça a été un peu le point final de mon oral. Et aussi d'ouvrir sur cette vente, ça répondait à mes problématiques que j'avais énoncées durant mon DNSEP. Et après, je les ai vendus pour Bigre. Et là, je vais les revendre. Il y a une 3e session pour la boutique de la nuit des musées, le 23 mai. Et Léa, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton parcours professionnel actuel ? Ouais. Alors du coup, moi j'ai été diplômée il y a 3 ans et en sortant de l'école, j'avais entre guillemets la chance de toucher le chômage pendant 6 mois parce que j'avais fait toutes les saisons de restauration tous les étés quand j'étais à l'école des Beaux-Arts. Donc ces 6 mois, ils m'ont permis d'avoir juste un peu de temps pour des premiers contacts. J'ai trouvé un premier contrat de travail en faisant un entretien pour du périscolaire
à Quetigny. Et en fait, le gars, on s'est tout de suite accordé pour le fait que je voulais pas faire du périsco, mais il a accepté de me prendre sur facture en mettant que j'étais quand même artiste-auteur. Donc ça a été un peu le socle. Et depuis, j'ai enchaîné les ateliers avec les publics, ce qui me permet vraiment de vivre de ça. Après, c'est beaucoup de boulot, parce que ça touche énormément de publics différents, et c'est énormément d'organisation. En fait, je suis tout le temps en train de courir à droite, à gauche. Ces différents supports, c'est moi qui gère tout le projet de A à Z, même si les structures, parfois, elles m'aident pour tout ce qui est admin. Le projet, c'est moi qui le gère de A à Z. Et c'est vrai que c'est chouette, mais c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur les ateliers que tu organises ? Il y a plusieurs types d'ateliers. Il y a ceux qui sont plus ponctuels, donc avec des structures où c'est la personne qui démarche l'artiste en disant j'ai besoin d'un atelier de dessin, par exemple, tel jour, telle heure pour 2 heures. Et il y a des dispositifs plus complexes mais qui sont mieux rémunérés, qui sont les EAC. Donc c'est les EAC, c'est éducation artistique et culturelle. Et là, c'est des cases créées pour les artistes plasticiens, plasticiennes, et qui sont en lien avec des structures. Souvent, c'est les structures qui viennent démarcher les artistes. Moi, en l'occurrence, cette année, je travaille avec le consortium pour du collège et les ateliers Vortex pour du lycée. Et les ateliers Vortex m'ont mis sur un double AC. Donc, j'ai pu faire le même projet, mais dans 2 lycées. Sauf qu'en fait, c'est des projets assez complexes qui nécessitent pas mal d'heures face élève et des résultats conséquents, vu que c'est beaucoup d'argent. Donc là, moi, pour être plus concrète, en fait, j'ai fait 2 romans graphiques avec 2 classes de lycées différents. Et avec les collégiens, collégiennes, c'est un projet de gravure avec le consortium. Et s'ajoute à ça d'autres types d'ateliers. Donc, comme je fais par exemple à Quetigny avec des maternelles, où là, c'est ponctuel, mais c'est tous les lundis. Je fais aussi avec des CP tous les mardis à Quetigny. Et puis en plus de ça, il y a des choses donc encore plus ponctuelles que ça. Par exemple, dernièrement, j'ai pu bosser avec l'asso Shifumi, une asso de BD à Besançon. Et avec eux, j'ai fait avec des étudiants du Crous. Donc ça nécessite vraiment de s'adapter parce que chaque niveau de gens a des exigences différentes, chaque public est différent. Moi, c'est cohérent avec ma pratique. De toute façon, je ne me voyais pas faire autre chose que de la transmission. Pas dans le côté prof, mais dans le sens où apprendre aux gens que dessiner, ça fait du bien et que rien n'est moche et que jeter son dessin à la poubelle, ça n'a pas de sens et que c'est un putain d'outil de développement personnel, en fait, le dessin aussi. Donc ça me plaît trop et c'est là où j'ai pas de syndrome de l'imposteur aussi quand je suis en atelier. Ophélie et Marie, vous avez toutes les deux un engagement écologique dans votre travail. Est-ce que l'art peut encore agir face aux catastrophes écologiques ? Je pense que l'art, il peut pas agir directement, mais il peut proposer de transformer notre perception, nos manières de penser, et peut aussi ouvrir la réflexion sur le sujet. On peut, grâce à l'art, par contre, proposer une manière de rêver et une façon de projeter le futur qu'on voudrait. Par exemple, c'est un peu cette direction que je prends dans mon travail, parce que je pars de ma fascination pour l'usine, mais je reste quand même consciente de toute sa toxicité. Du coup, c'est ce qui vient créer chez moi une ambivalence entre un attachement du lieu, mais aussi une inquiétude. Et donc, je tente de montrer comment le territoire il peut être réinterprété par une volonté de l'envisager autrement. Ouais, je suis d'accord avec Ophélie. Enfin, l'art est politique, c'est sûr, mais je pense pas qu'il puisse avoir une action directe sur les crises écologiques. Par contre, oui, il peut déplacer nos manières de percevoir. Et pareil, dans mon travail, j'essaie de porter une attention poétique et puis sensible à la manière dont on est lié au vivant et au non-vivant, puis à brouiller les frontières entre tout ça, en produisant un peu des images qui ont une perception incertaine, altérée. Et je me dis que c'est par cette forme de trouble qu'on peut réussir à modifier un peu notre manière de voir et d'habiter le monde. Où est la scène de l'art contemporain à Dijon aujourd'hui, en tant que femme ? Je pense que c'est une bonne scène, mais qu'il y a encore du boulot. Qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent. Là, ça m'est arrivé cette année plusieurs fois d'être attablée avec que des femmes pour certains projets. Et ça fait du bien, parce qu'on se dit qu'il y a du changement. Après, bon... Est-ce que ça a vraiment changé ? C'est en cours. En fait, c'est hyper... je trouve que c'est mitigé, mais comme
en général ce truc dans le monde en ce moment. Enfin, mais en fait, c'est ça que je trouve hyper hypocrite. Et je veux pas tout critiquer parce que tout est pas acheté. Mais en fait, on n'arrête pas de dire que c'est un sujet dont on parle beaucoup, que les choses changent et tout ça. Mais quand on regarde, les choses, elles changent pas tant que ça. Et même, moi, je le ressens dans des réactions que les gens peuvent avoir face à mon travail, dans ce qu'on me propose. Moi, les structures, elles viennent beaucoup me chercher pour des EAC, pour des ateliers. Chose qui est cool parce que je défends dans mon travail que c'est quelque chose que je veux. Mais quand il y a des projets de résidence ou d'exposition, on vient moins me voir. On va voir mon collègue qui a fait la même école, qui est sorti de la même promo. Ouais. Donc, c'est pas pour cracher, mais je pense que c'est juste tellement intégré dans les mœurs que ça prend plus de temps à bouger. Et que c'est en parlant que ça bougera. Donc voilà, je veux pas... loin de moi l'idée de cracher sur le truc, mais je trouve que c'est pas encore du tout optimal. Après, c'est toujours la même question, c'est qu'il y a 90% de femmes dans les écoles d'art, mais elles sont où ? Après post-diplôme, elles sont où ? C'est pour ça qu'on les retrouve pas trop. Et là, c'est parce qu'on est toutes ici, c'est pour ça qu'il n'y en a pas ailleurs. Bah oui, c'est pour ça, on est dans une dynamique aussi. Enfin, rien que notre promo, là, notre atelier, on n'est que des femmes. C'est cool. Oui. Et puis dans la halle, finalement, il n'y a que 2 garçons, on est 20. Donc, puis on est trop dans une dynamique où justement, on a envie de montrer la visibilité, quoi. Enfin, on a investi le showroom, on a préparé une programmation. Donc on a envie d'investir, de contribuer à la scène artistique de Dijon pour nous montrer, quoi, qu'on est là. Mais après, on s'est déjà posé les questions... sur ça, on a envie de montrer qu'on est là, mais on veut pas être réduite qu'à ça. Ouais. De se dire on est un collectif que de femmes, des fois c'est un peu réducteur aussi d'une certaine manière. Et pour finir, une question d'important, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir résident ici ? Je lui conseillerais d'envoyer son dossier et de faire une belle note d'intention, une note d'intention bien conséquente, mettre en avant qu'il ou elle voudrait partager son travail, sous la forme d'ateliers, parce que nous, ici, on est obligés de faire 2 moments de portes ouvertes de nos ateliers dans l'année. Donc, ce serait bien que cette personne mette en avant ça dans sa note d'intention. Et puis aussi, envoyer son CV et puis montrer que c'est quelqu'un de motivé dans sa carrière, dans sa pratique, qui bouge, qui mène des actions à Dijon, ou alors qui a besoin d'un coup de pouce en sortie d'école. Mettre l'un ou l'autre en avant. Il faut avoir l'état d'esprit collectif et puis être autonome quand même, quoi. La base. Après, les autres, ils sont souvent dans des ateliers seuls, donc c'est différent, je sais pas. On peut pas trop dire, nous, peut-être. Faut pas la jouer individuelle, c'est ça. Parce que ça fonctionne pas. Là, on n'aurait pas pu faire une expo si on était vraiment tous dans notre coin. Et même si c'est via l'école, il y a quand même des dossiers à faire et il faut montrer qu'on est sérieux. Ouais. Après, l'avantage du collectif aussi, c'est qu'on mutualise le matos. Oui. On a créé une étagère avec tous les outils qu'on avait et on les a mélangés. Merci beaucoup. Merci Marie, Ophélie, Mélissa et Léa pour cet épisode. Merci d'avoir accepté de participer. Et merci à vous, chers auditeurs. Je vous rappelle que si vous avez envie d'écouter d'autres épisodes, nous nous appelons Onart. Vous pouvez nous trouver partout, ainsi que sur Instagram, onart-asso. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un autre épisode.